Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue. Cette vidéo est consacrée à la suite de notre conférence qui s'intitulait Djihadisme, laïcité et état de droit à l'aube du troisième millénaire. La fois dernière, pour des raisons techniques, nous nous étions arrêtés à la quatrième partie, ou si vous voulez, la quatrième sous-partie de notre développement, qui s'intitulait la déliquescence de l'état de droit. Mais j'aimerais tout d'abord reprendre les différents axes à l'intention de ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous prennent en marche, si vous voulez. Nos travaux étaient répartis en 3 points essentiels. Le premier point était consacré, n'est-ce pas, à une courte introduction ou à la présentation des travaux, où nous avons défini pour l'essentiel les termes clés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le djihadisme, qu'est-ce que c'est que la laïcité et qu'est-ce que c'est que l'état de droit. Après avoir défini donc ces termes clés, nous avons amorcé le développement, ou si vous voulez, le corps de notre conférence. Nous l'avons, par souci de transparence et de clarté, réparti en 4 points essentiels, ou si vous voulez, 4 sous-parties. La première sous-partie était consacrée, n'est-ce pas, à l'historique du djihadisme. La seconde sous-partie de ce développement était consacrée au point d'ancrage du terrorisme en ce 21e siècle. Le troisième point, n'est-ce pas, était intitulé « La nature cachée des dogmes » ou, si vous voulez, la face cachée des dogmes religieux, bien sûr, qui constitue, n'est-ce pas, le point d'ancrage du terrorisme. La quatrième et dernière sous-partie de ce développement était intitulée « La déliquescence de l'état de droit ». Et comme je vous le disais tantôt, lors de ma prise de parole, nous avons été confrontés à un problème d'ordre technique. Alors, c'était pour rappeler à ceux qui nous prennent en marche ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous allons continuer donc, comme je vous disais, c'est la suite de cette conférence. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés, notamment la déliquescence de l'état de droit. J'aimerais revenir au début de cette sous-partie, puisque nous étions déjà presque à la fin, excusez-moi, et donc j'aimerais revenir au début pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la déliquescence, n'est-ce pas, de l'état de droit. Alors, pour commencer, soutenir que l'état de droit connaît une grave déliquescence, n'est-ce pas, depuis l'avènement du djihadisme,
demeure pour le moins un secret de polichinelle, tant il est vrai que les preuves sont perceptibles à l'œil nu. Nous avons déjà eu à définir dès l'entame ce que c'est qu'un état de droit. Nous allons dès lors citer quelques-unes des violations de droits que nous constatons au quotidien, tendant, n'est-ce pas d'ailleurs, à s'institutionnaliser tacitement dans notre société en cette ère. Avec le terrorisme religieux, le citoyen ne sait plus à quel saint se vouer, tant il est vrai que la menace de mort est suspendue à son cou comme une épée de Damoclès. On assiste à la débandade. Certains lieux, voire villes et pays, pourtant censés accueillir qui le désire, deviennent, n'est-ce pas, privés d'accès de par la faute du djihadisme. L'on constate la fermeture des écoles, des hôpitaux et même des services publics, n'est-ce pas? Ceci aux grandes dames des populations. C'est ce qui convient, n'est-ce pas, d'appeler des no man's land. Si le terrorisme religieux participe de la violation permanente des droits de l'homme, il n'en est aucunement moins, n'est-ce pas, des voies et moyens empruntés par les autorités publiques qui ont à charge la sécurité des personnes et des biens pour le circonscrire. Des fouilles corporelles sont systématiquement, n'est-ce pas, imposées à des lieux publics au mépris du droit d'intimité dont devrait jouir tout citoyen, causant ainsi des frustrations et des humiliations à l'égard des uns et des autres. Allez y jeter un coup d'œil dans nos aéroports, à l'entrée des banques, des lieux de culte, eux-mêmes, n'est-ce pas, des édifices publics, des sièges qui abritent, n'est-ce pas, les institutions, des centres commerciaux. Vous constaterez que les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes sont mis à poil à la recherche de qui est terroriste. C'est la suspicion générale et généralisée. Mais la question est de savoir, peut-on mettre un gendarme derrière chaque citoyen si le droit à la sécurité du citoyen est vidé de toute sa substance? Que lui reste-t-il? Les lieux publics sont érigés en casernes militaires, alors que nul ne sait exactement quand, comment et à l'aide de quel type d'armes ils seront pris pour cible. On se contente de dire de l'armée qu'elle est en état d'alerte maximale. N'est-ce pas? On se contente de dire de l'armée qu'elle est en état d'alerte maximale. Le comble du mépris des droits de l'homme, c'est qu'on va jusqu'à transformer les citoyens en chair à canon, avec des slogans tels que « on nous tue mais on ne nous déshonore pas ». Ces slogans sont affichés à l'entrée des casernes militaires de certains États dont nous allons taire les noms. Si donc on tue ces courageux, qui sera chargé, n'est-ce pas, d'assurer
la sécurité du citoyen qui n'aspire qu'à vivre. Point d'interrogation. Alors, c'est là que nous étions arrêtés la fois dernière. Nous allons continuer parce qu'il reste juste une infime partie, n'est-ce pas, de ce sous-chapitre, n'est-ce pas? C'est donc là que nous allons continuer, notamment, les caméras sont installées à tout bout de champ et partant à des endroits même où elles ne devraient pas pour autant être. Des appareils qui sont capables de vous filmer depuis votre chambre à coucher, voire votre salle de bain, de toilette et autres qui sont des lieux privés et intimes. Vous voyez? Là où le bas blesse, c'est que ces images deviennent tôt ou tard, n'est-ce pas, publiques, n'est-ce pas, parce que parfois utilisées à des fins commerciales. Voilà. Où est donc passée la loi relative au droit à l'image? Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la déliquescence de l'état de droit. D'une part, on a des actes abominables qui sont commis par les djihadistes, et d'autre part, on a des moyens qui sont utilisés pour circonscrire, n'est-ce pas, ce phénomène de djihadisme, ou ce que j'appelle terrorisme religieux. La critique est aisée et l'art est difficile. Face à cette situation, nous autres, nous avons des solutions, comme je vous le disais déjà tantôt, dès l'entame. Ce sont donc ces solutions que nous allons vous exposer dans les minutes qui suivent. Après ce diagnostic, fort est de constater que la gangrène dont reste victime notre société est d'une profondeur abyssale. Si rien n'est fait, notre espèce est appelée à disparaître tôt ou tard. Je vous le jure. Au grand mot, n'est-ce pas, de grande thérapie. C'est ce qui nous amène à préconiser un certain nombre de solutions qui se présentent, n'est-ce pas, comme suit. Alors, voilà les solutions que nous allons vous présenter. On va commencer par la solution juridique. Nul ne peut parler de la problématique du droit sans évoquer son mutisme en matière des crimes de terrorisme religieux. Aucun État dans cette planète ne peut se targuer de disposer d'un code spécifique qui traite des délits, crimes et des délits, du moins ces crimes commis dans un cadre purement idéologique et de surcroît lorsque cette idéologie est liée, n'est-ce pas, à la religion. Pour que la société en général et les États en particulier se dotent des lois spécifiques et efficientes en matière de lutte, n'est-ce pas, contre ce qu'il convient, n'est-ce pas, d'appeler à partir d'aujourd'hui terrorisme religieux, il faudrait ajouter l'expression terrorisme religieux dans la nomenclature juridique et la définir de fond en comble. Il serait, de notre point de vue, nécessaire de partir du principe de la différence de motivation, n'est-ce pas, entre la terreur perpétrée dans un cadre profane et celle perpétrée dans un cadre purement
initié. L'individu qui commet la violence, par exemple pour se doter d'un bien, constitue moins une menace pour la société, c'est-à-dire pour vous et moi, que l'auteur d'une violence au nom d'une quelconque divinité, dans ce sens que les deux ont une approche diamétralement opposée de l'existence. Si pour l'un, la mort constitue un drame tel qu'il est, tel n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour l'autre, car il est nourri à la sève des enseignements qui stipulent qu'il suffit, n'est-ce pas, de mourir ou de tuer pour la cause d'un quelconque héros pour finir, n'est-ce pas, sa course au paradis ou, si vous voulez, au ciel. Lorsque, ou du moins lorsqu'il va au front de guerre, au front de bataille, si vous voulez, ce n'est nullement dans l'intention de rentrer vivant à son domicile, mais de mourir en héros. Mais avant sa mort, il sait que son devoir est de tuer le maximum d'ennemis, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'il entend par ennemi, le maximum d'ennemis possible, d'ennemis entre guillemets, pour satisfaire son Dieu. Et Dieu ici, moi je dis D minuscule, Dieu en Dieu minuscule. C'est pour cela qu'il est nommé le fou de Dieu, encore D minuscule. Nous n'avons pas la science infuse en matière d'élaboration des codes pénaux. Certes, mais il est impérieux d'établir une justice spécifique pour connaître des crimes religieux aussi longtemps que sévira, n'est-ce pas, un tel fléau. Il en existe déjà un pour les crimes des guerres profanes basées en Hollande ou aux Pays-Bas. L'écosystème judiciaire doit s'enrichir des tribunaux compétents en matière de crimes de djihadisme avec des magistrats assermentés. Les centres carcéraux des dits tribunaux ne devraient en aucun cas être érigés en mouroir tel qu'il est donné de constater, je pense par exemple au Guantanamo, mais plutôt en institut de cure de dédogmatisation. Ce néologisme est de moi. Donc, en institut de cure de dédogmatisation, quand on sait que le djihadisme ou le djihadiste agit au nom d'une religion dont il en est lui-même, je vous assure, le fruit pur et simple, n'est-ce pas, d'une aliénation. Il est en un mot comme en sang, un schizophrène, un paranoïaque. Il doit être considéré comme un patient atteint de cécité intellectuelle par la seule faute d'une quelconque idéologie religieuse. Ce droit spécial devra par exemple définir la durée légale de la garde à vue d'un présumé djihadiste qui devrait être plus ou moins supérieure à celle prévue dans les procédures ordinaires par souci d'objectivité. On a souvent vu des organisations des droits de l'homme monter au créneau pour dénoncer les durées prolongées des détentions préventives
oubliant toutefois qu'il est plus difficile d'établir la culpabilité envers un présumé djihadiste que tout autre, n'est-ce pas, présumé justiciable. Nombreuses sont les enquêtes liées aux attentats terroristes qui sont vus ou alors qui se sont vus bâclés, si vous voulez. Nous soulignerons par exemple le cas de Wahid Bordi, conseiller à l'ambassade d'Iran à Paris, lourdement suspecté dans le cadre, n'est-ce pas, des attentats de 1986 et n'ayant pas pu être inculpé par le juge Boulouk, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de charges. Donc l'enquête a été bâclée parce que la procédure de prévention est courte. Excusez-moi. Excusez. Il faut qu'elle soit longue pour pouvoir établir les responsabilités. Alors, nous avons fini avec les solutions juridiques ou judiciaires, si vous voulez. Nous allons passer aux solutions idéologiques. Certes, l'idée de création d'un tribunal spécifique constitue une solution curative contre le djihadisme, mais comme toute maladie, il existe bel et bien un traitement préventif. Ce traitement, c'est la dédogmatisation de la société. Qu'insinue un tel néologisme? Pourquoi et comment l'application de cette nouvelle trouvaille? Point d'interrogation. Voilà les réponses. Nous avons consacré une importante partie du développement pour démontrer que ce n'est pas l'homme qui tue, mais plutôt la religion. Karl Marx la considérait déjà au XVIIIe siècle comme étant l'opium du peuple, avec tout ce que cela suppose. Une chose est de combattre les terroristes, mais une autre, le terrorisme. Dédogmatiser les consciences, n'est-ce pas, veut simplement dire désacraliser et disgracier les dogmes en les frappant d'obsolescence ou de désuétude. En d'autres termes, les considérer comme anachroniques. La dédogmatisation permettra non seulement de déradicaliser les sujets déjà atteints du virus des dogmes religieux, c'est-à-dire qui tuent au nom des dogmes religieux, mais aussi et surtout d'éliminer les cellules dormantes. Je dis bien les cellules dormantes. Loin de constituer une chasse aux sorcières contre les ouailles et acteurs, comme ce fut le cas avec les méthodes qui servirent à imposer les dogmes et les mythes religieux dans la conscience collective, la dédogmatisation consiste à créer des conditions favorables à l'institutionnalisation suivie de la multiplication des centres dont la mission fondamentale sera de communiquer sur la valeur absolue et intrinsèque de la révélation avec grand R. C'est la révélation. On parle de doctrine révélée. Donc, la valeur absolue et intrinsèque de la révélation, de communiquer sur la valeur intrinsèque.
et absolue de la révélation avec grand R, puisque c'est elle qui demeure l'épiphénomène. Étaler aux yeux du monde, ça consiste, la dédogmatisation consiste encore à étaler aux yeux du monde ce qui est depuis des lustres resté caché, et cela contribuera à faire sortir de leur retranchement les plus irréductibles, n'est-ce pas, de la vision dogmatico-religieuse du monde, afin de désarmer leurs esprits, parce que l'arme la plus redoutable et invincible dont disposent les leaders et exécutants du djihadisme est, n'est-ce pas, indiscutablement l'idéologie religieuse. Les armes à feu et autres bombes artisanales n'étant que des manifestations, voire des conséquences. 2 siècles après celui des Lumières, n'est-ce pas, il est inconcevable et inacceptable, inadmissible, de constater que le sort de notre espèce demeure dans l'insouciance et l'inconscience générale liée à une littérature. Je vous assure, le mot n'est pas assez fort, aussi puéril. C'est-à-dire 2 siècles après celui des Lumières, il est inconcevable de constater que le sort de notre espèce supérieure demeure dans l'insouciance et l'inconscience générale liée à une littérature. Le mot n'est pas assez fort, aussi puéril. C'est dans cette optique qu'en vue de préserver l'état de droit, nous exhortons les intellectuels des 4 coins de la planète à s'approprier une ligne éditoriale visant à pourfendre cette idéologie qui fait couler tant de sang des innocents en faisant couler beaucoup de leur encre et de leur salive, fort du principe selon lequel aux problèmes idéologiques des solutions idéologiques. C'est-à-dire, nous convions les intellectuels des 4 coins du monde à s'approprier cette ligne éditoriale qui consacre le pourfendage, ou si vous voulez le vilipendage, n'est-ce pas, des dogmes religieux. Ces dogmes religieux qui font couler plus d'encre, plus de larmes et de sang, si vous voulez. Donc les intellectuels doivent faire couler beaucoup de leur encre, n'est-ce pas, et de leur salive, n'est-ce pas, pour combattre cette racine du mal que nous vivons. La particularité de la dite ligne éditoriale sera de promouvoir des valeurs humaines utiles à la cohésion sociale par la remise en cause et la stigmatisation des enseignements ayant conduit la société dans le chaos total pour s'être inspiré, n'est-ce pas, de notre contre-nature. Intellectuels et hérésiarques doivent sortir de leur silence que je qualifierais, n'est-ce pas, de complices et coupables d'une situation désastreuse. Afin d'éviter que leur discours ne tombe dans les oreilles des sourds, les gouvernants, quant à eux, doivent davantage accorder en amont plus de chance à la politique de l'éducation scolaire pour tous. Descartes dit, je cite, « C'est hermétiquement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. » Fin de citation. C'est avoir les yeux hermétiquement fermés sans jamais tâcher de les ouvrir que de vivre sans philosophie. C'est pourquoi d'ailleurs nous exhorterions les autorités de tutelle à instaurer dès les
classe dite relativement inférieure, cette noble discipline qui ouvrira les yeux et conférera un esprit de critique, de discernement, en tout cas d'entendement, de subtilité à la jeunesse, fer de lance de toutes les nations. Nous sommes arrivés à la fin des solutions qui étaient subdivisées en deux parties, des solutions juridiques ou judiciaires et des solutions idéologiques. Nous avons mis de côté les solutions militaires. En conclusion, avant de donner la parole à ceux qui, dans la salle ici, ont des questions à nous poser ou à nous adresser, tout comme ceux qui aimeraient enrichir ou apporter des remarques à nos travaux, nous clôturerons la conférence par l'image allégorique, n'est-ce pas, du terrorisme religieux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà en quelque sorte cette image que nous avons, n'est-ce pas, du terrorisme religieux. Il se présente comme un arbre dont les racines, vous voyez ici, sont des dogmes religieux. Le tronc, vous voyez là, le tronc de là jusque là, sont les commanditaires. Et les branches, vous voyez, sont des exécutants. Donc l'arbre s'appelle terrorisme religieux. Ça, c'est une représentation du terrorisme. Qui veut que les racines soient les dogmes, le tronc, les commanditaires et les branches, les exécutants. On va beau couper les branches, mais l'arbre revivra de plus belle. Il y en a même, dans certaines sociétés, on coupe les branches de l'arbre pour que l'arbre produise encore plus, davantage, n'est-ce pas, des branches. Donc quand on tire sur les terroristes, on ne pourra jamais tuer cet arbre. Encore moins quand on va couper le tronc, on coupe le tronc, on ne mettra jamais fin à la vie de cet arbre. L'exemple en est avec un certain Ben Laden, qui a été, n'est-ce pas, tué. Si, admettons qu'il est le commanditaire ou un seigneur de guerre ou un chef de guerre qui a été coupé, mais l'arbre poussera davantage et de plus belle. Donc, dans ce tronc, on retrouve des multinationales qui vivent aux dépens du terrorisme, des fabricants d'armes, n'est-ce pas, des guides religieux, qui sont en quelque sorte des chefs ou des seigneurs de guerre. Et au bas, n'est-ce pas, nous avons des racines, ce sont les dogmes religieux. Donc, pour mettre fin à la vie du terrorisme, il faut déraciner l'arbre. Ce que j'entends par dédogmatisation de la société. On va beau couper l'arbre à ce niveau, l'arbre ne mourra jamais. Donc, le terrorisme ne mourra jamais tant qu'on n'a pas procédé au déracinement. Ce déracinement, je l'appelle la dédogmatisation. Donc, pour mettre fin à la vie d'un arbre, il faut le déraciner. On va beau tirer. C'est comme une hydre. Lorsqu'on coupe une tête, il y en a une qui repousse. Donc, en toute franchise, n'est-ce pas, je vous dirais que c'est l'arbre qu'il faut déraciner pour mettre fin, n'est-ce pas, à sa vie.
tant qu'on ne va pas déraciner cet arbre, il sera toujours en vie. Tant qu'on n'a pas dédogmatisé le terrorisme, il régnera toujours. On ne pourra jamais mettre fin à la vie de cet arbre, même si on coupe toutes les branches, même si on coupe le tronc. Je vous ai pris l'exemple d'un certain Ben Laden qui a été tué, mais le terrorisme continue toujours de régner. Il a toujours pignon sur rue. Alors, nous avons terminé avec ces solutions. Et avant de vous passer la parole, je voulais résumer ma pensée, vous résumer ma pensée en une phrase. Il y a une phrase qui résume ma pensée philosophique. Je vais vous la révéler ici. Ma philosophie ne consiste pas moins à vilipender le fidéisme religieux pour son caractère fictif et dévoyant de la perception de l'univers que pour sa part de responsabilité dans l'écrasante majorité des maux qui minent notre société. Je vais reprendre. Ma philosophie ne consiste pas moins à vilipender le fidéisme religieux pour son caractère fictif et dévoyant de la perception de l'univers que pour sa part de responsabilité dans l'écrasante majorité des maux qui minent notre société. Point final. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Nous vous remercions de nous avoir suivis attentivement et donnons la parole à ceux qui ont des questions à poser ou à ceux qui aimeraient enrichir le contenu de nos travaux ou à ceux qui aimeraient faire des suggestions, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas le monopole du savoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie.